Bonjour à tous et bienvenue dans cette première conférence dédiée au plan MLF Cap sur le supérieur. Nous sommes très heureux de lancer ce colloque aujourd'hui. Ce plan vise à préparer les élèves à l'enseignement supérieur via un accompagnement structuré, informé et personnalisé par les établissements. Et nous aurons 6 webinaires jusqu'au 15 octobre à raison de 2 webinaires par semaine. Alors aujourd'hui, voilà, nous ouvrons le colloque avec Camélia Cadem, responsable d'ingénierie pédagogique et du développement digital depuis 8 ans auprès de Crée ton avenir. C'est une association visant à aider les élèves à faire des choix, des vrais choix d'orientation au sein, en fait, du cursus scolaire, notamment. Et cette association, Crée ton avenir, euh, fait partie, en fait, de 8 structures qui se sont réunies sous le nom de Collectif Orientation et qui explorent justement, pour les élèves, mais aussi pour les adultes, cette grande, grande question de l'employabilité, mais aussi de l'orientation. Voilà. Donc, je cède la parole à Camélia et je précise que nous sommes Nicolas Veillé et moi-même de la pédagogie présents pour justement répondre à vos questions dans le chat ou du moins en prendre note pour le dernier quart d'heure. Voilà. Camélia, c'est à Bien, vous. merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, juste, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon partage? Super, parfait. Bonjour, on Bonjour voit à bien. tous. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir intervenir auprès de vous, notamment pour vous parler un petit peu des questions du choix d'orientation. Pardon? Je m'occupe des micros qui doivent Ah, être super. coupés. Du choix d'orientation. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit plan pour vous situer un petit peu les points qu'on va aborder. Donc on va faire un petit point sur le rappel du parcours à venir et de ses moments clés. On va parler de l'état de la recherche sur l'apprentissage du choix, parce que c'est une des thématiques principales qu'on aborde avec les élèves qu'on suit. Ensuite, on va faire un petit focus sur les préconisations et le modèle, notamment 4 étapes que je vais vous présenter et dont on se sert, nous, pour accompagner les élèves dans leur choix d'orientation et dans la construction de leur parcours. Et ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses. Alors, oui, juste pour resituer le parcours à venir, qui est un dispositif de l'éducation nationale, qui est mis en place pour accompagner les élèves de la sixième à la terminale dans la construction de leur projet scolaire et professionnel. Alors, c'est un parcours qui va permettre aux élèves de comprendre le monde économique et professionnel et de rentrer plus dans le détail des métiers et des formations pour avoir une connaissance globale des métiers et des formations pour pouvoir s'orienter. Alors, il a aussi pour objectif de permettre de développer le sens de l'engagement et d'initiative de l'élève et voilà, de l'aider à élaborer son projet d'orientation. Donc, il vise à rendre les élèves acteurs de leur parcours, voilà, pour construire leur projet, à approfondir leur connaissance du monde professionnel et à renforcer le dialogue aussi au sein de la communauté éducative et faire de l'orientation un projet commun au sein de l'établissement avec voilà, tous les acteurs du monde éducatif, faire en sorte que ça soit un sujet commun et que d'ouvrir le dialogue sur cette question. Alors, c'est aussi l'occasion de mieux connaître le tissu économique local, donc qu'est-ce qui recrute localement et le tissu aussi de formation localement et de faciliter aussi les échanges entre l'école et les acteurs du monde économique, donc du monde professionnel, notamment dans tout ce qui est connaissance des métiers et témoignages métiers, voilà, que les entreprises aussi fassent connaître leurs métiers dans lesquels elles recrutent, notamment.
Voilà un petit peu le contexte du parcours à venir qui, du coup, est mis en place de la sixième à la terminale. Alors, il est là pour répondre aux grands moments clés, justement, de l'orientation et aux grands choix auxquels sont confrontés les élèves. Donc, il commence, alors il y a des choix qui commencent, on commence à aborder les questions de connaissance du monde professionnel et le parcours à venir à partir de la sixième, mais c'est en quatrième qu'on commence à avoir les premiers choix où les élèves vraiment vont devoir se positionner, notamment en remplissant des fiches navettes, mais vous le savez déjà, voilà, vont devoir faire des choix concrets. Alors, en quatrième, on commence par le choix entre la troisième générale et la troisième prépa métier. En troisième, ensuite, on a un choix un petit peu plus concret à faire, c'est le choix entre la troisième générale technologie générale, pardon, la seconde générale ou technologique ou la seconde professionnelle. Donc, est-ce qu'ils vont en lycée pro ou est-ce qu'ils choisissent d'aller en général? Euh, en seconde, ils vont avoir des choix aussi de spécialité à faire. Voilà. Pardon. Et en terminale, ils vont avoir ben, les choix à faire pour le post-bac, donc les choix de vœux, Parcoursup notamment. Et c'est cet ensemble de choix, donc vous avez un chemin avec des moments de choix décisifs. Et le parcours à venir, en fait, il est là pour accompagner ces choix-là et permettre aux élèves justement d'avoir suffisamment de ressources mises à leur disposition, d'informations, mais pas seulement, aussi de méthodes pour pouvoir faire leur choix dans ces différents moments clés. Alors, aujourd'hui, alors je voulais commencer à vous parler du choix en faisant un petit focus sur la prise de décision et les choix au quotidien, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que effectivement il y a des choix importants qu'on fait et qu'on identifie dans notre vie, notamment les choix d'orientation, les choix de notre lieu de vie, les choix de notre parcours professionnel. Mais en réalité, on fait beaucoup, beaucoup plus de choix que ça au quotidien. C'est-à-dire qu'on est amené à faire des choix absolument tous les jours. Et en réalité, on prend, en tout cas, 35 000 décisions par jour. Voilà, c'est ça les statistiques aujourd'hui du nombre de décisions qu'on prend. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de décisions et de choix qu'on fait qui sont extrêmement banals. Voilà. Il faut savoir que quand on se lève le matin, on va choisir sa tenue, on va choisir qu'est-ce qu'on va prendre pour le petit déjeuner, on va choisir comment on va s'habiller et ainsi de suite. Et en fait, ça veut dire que ce processus de choix, on va le faire assez intuitivement pour des choix qui sont pas forcément complexes. Et du coup, on va avoir en face de nous plein de choix qu'on fait. Donc, on fait ce processus de choix, on fait ce chemin de choix plein de fois par jour et c'est quelque chose avec lequel on est très familier en réalité. Mais quand on est confronté à des choix un peu plus complexes, c'est là où, voilà, où on a besoin de méthodes, on a besoin d'accompagnement pour les faire. Mais en réalité, ce rapport au choix-là, on peut un petit peu le démythifier en disant que on fait énormément de choix, notamment dans une journée, pour chacun d'entre nous. Donc, euh, pour la majorité des Français, les statistiques nous disent aussi que le nombre de choix, des décisions qu'on a à prendre a été multiplié par 10 au cours des 3 dernières années. Voilà, ce qui fait beaucoup. Euh, 71% des Français ont déjà renoncé à prendre une décision car le volume de données était trop important. Donc ça revient un petit peu à la complexité du choix. Donc plus les choix sont simples et un petit peu intuitifs et quotidiens, plus moins on a de mal à les prendre. Mais effectivement, quand il s'agit de nouveaux choix, de nouvelles choses, notamment par exemple pour l'orientation pour les jeunes ou des choix qui comportent des données multiples, ben, on a parfois tendance à vouloir les éviter parce que ça nous fait un petit peu peur. Euh, 79% des Français estiment que cette incapacité à prendre des décisions a des répercussions négatives sur leur qualité de vie, évidemment, voilà. Et, euh, et du coup, les Français ont tendance à changer la façon dont ils prennent des décisions au cours des 3 dernières années, voilà. Donc ça, c'est pour faire un focus un petit peu sur le choix et sur les décisions qu'on prend au quotidien, notamment par rapport à la complexité des décisions. Alors, autre point, c'est comment on prend des décisions.
Donc, quelle partie de notre cerveau rentre en compte quand on prend les décisions? Alors, prendre une décision, une bonne décision, un bon choix, en tout cas faire un choix qui nous correspond et qui nous va, c'est normalement un bon dosage entre l'émotion, la raison et l'intuition. C'est-à-dire que dans notre choix, dans la prise de décision, il y a toujours une partie rationnelle, voilà, qui va prendre en considération des éléments qui sont rationnels, une partie qui est émotionnelle, donc c'est vraiment, parfois on prend une décision, on a envie de quelque chose plutôt que d'une autre chose, mais on ne sait pas trop se l'expliquer, mais voilà, par exemple, on a une appétence pour un domaine, on aime bien un domaine, on ne saurait pas vraiment l'expliquer, mais voilà, on a cette émotion où on découvre un métier, on nous parle d'un métier, ou on voit une vidéo, un reportage sur quelque chose et on est attiré par ce métier-là sans forcément pouvoir dire pourquoi ou ce domaine. Et ça, c'est la partie émotionnelle. Et puis, il y a aussi l'intuition. Alors, l'intuition, on dit que souvent que c'est une partie de notre cerveau qui fonctionne, qui va prendre en considération des éléments qu'on a vus, qu'on a entendus, de l'expérience, mais qu'on n'arrive pas forcément à rationaliser et à expliquer, mais qui découlent quand même de notre expérience. Donc, c'est le bon dosage entre ces trois composantes qui va nous aider à prendre des décisions et à faire des choix qui nous correspondent le mieux. Pourquoi j'aborde un petit peu cette thématique de ces trois composantes? Parce que justement, aujourd'hui, on va parler des choix des élèves avec qui on est en contact. Et la particularité de ces élèves, c'est qu'ils sont dans une période d'adolescence, donc dans une période assez spécifique où justement, dans leur développement, il y a un décalage entre les deux systèmes cognitifs, entre le système cognitif et émotionnel. C'est-à-dire que pendant cette période de l'adolescence, on va avoir des jeunes qui vont avoir une partie émotionnelle qui va prendre beaucoup plus le dessus dans les décisions qu'ils prennent que la partie rationnelle. Voilà, leurs émotions, ils vont souvent prendre une place plus importante. Et puis à l'âge adulte, on se rend compte qu'il y a un équilibre dans la prise de décision. Les chercheurs, ils se sont rendus compte que plus voilà, on avançait, plus on était adulte, et plus il y avait, on arrivait en fait à mieux concilier la partie, la raison, la partie rationnelle et la partie émotionnelle de nos choix. Pour pallier justement au fait qu'il y a une très grosse partie émotionnelle dans le choix, euh, on, c'est- les chercheurs ont conclu qu'il fallait absolument avoir des méthodes, apprendre à choisir en fait, et apprendre aux jeunes à prendre justement cette partie rationnelle de la problématique. Et pour ça, il fallait leur donner des méthodes, voilà. Et il fallait apprendre à choisir parce que c'est pas évident, notamment pour un adolescent. Je donne un exemple. Par exemple, si on ne donne pas de méthode et qu'on n'apprend pas à un jeune à explorer, à mieux connaître les choix qu'il a à sa disposition, mieux anticiper les conséquences de son choix, il pourra, par exemple, choisir un domaine ou une filière, par exemple, juste parce que ses amis, ils vont être aussi dans cette filière-là parce qu'il doit changer d'établissement et parce qu'il a l'émotion d'avoir peur de changer d'établissement qui est là, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que pour un adulte, on dit que ces émotions-là sont plus faciles à gérer et qu'on a tendance à mieux gérer justement ces émotions qu'on peut avoir par rapport à des faits objectifs qui sont par exemple que cette filière, elle va me permettre de faire un métier à long terme qui me plaît. Je pourrais potentiellement voir mes amis ailleurs, trouver une solution et voilà, concilier ces deux parties-là, alors que pour un adolescent, on sait que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus, pardon, compliqué de gérer justement ces émotions. Alors, justement, après tous ces constats, on a plusieurs chercheurs qui se sont basés sur la question et qui ont notamment conclu que, en fait, choisir, c'est justement une compétence à acquérir, notamment pour les adolescents et notamment par rapport à cet aspect d'aspect émotionnel et rationnel dans le choix. Donc, on a plusieurs chercheurs.
plusieurs recherches. Choisir n'est pas une compétence génétique, mais un acquis éducatif. Ça, c'est un pédopsychiatre qui l'a. Alors, tous ces éléments, on pourra vous les transmettre, hein. Tous ces éléments de recherche, on pourra vous les transmettre évidemment. Mais en conclusion de tout ça, c'est qu'il faut une méthode pour choisir et en gros, choisir, ça s'apprend, c'est une compétence ou un faisceau de compétences qui sont des compétences à s'orienter, à savoir choisir. Voilà un petit peu l'état du coup de la recherche sur ça et par rapport notamment à un public adolescent. Alors, je vais aussi vous parler un petit peu des défis spécifiques rencontrés par les jeunes, hormis justement cet aspect émotionnel et rationnel dans leur développement. C'est aussi qu'il y a un faisceau justement de données. On en parlait dans la première slide plus on a de données pour prendre une décision, plus on doit concilier des données, et plus c'est compliqué de choisir, plus les choix deviennent complexes. Et justement, les jeunes sont confrontés justement à des défis par rapport à l'orientation, et l'un d'eux, c'est le nombre d'options. Donc en fait, ils ont beaucoup d'options, beaucoup de choix à faire. Alors ça vient de crescendo, hein, depuis la quatrième, et puis après, on a de plus en plus de choix à faire, et dans ces choix, notamment, on a beaucoup de composantes du choix. Donc, pour choisir, il faut s'informer, il faut savoir entre quoi et quoi on doit choisir. Et ils savent pas forcément, enfin, ils n'ont pas forcément tous les éléments. Et quand ils les ont, ben, en fait, ils ont un faisceau d'informations qu'ils savent pas forcément traiter. Donc, ils ont du mal à traiter ce trop d'options parfois, beaucoup d'options en tout cas. Alors, il y a aussi la pression sociale et familiale. Voilà, il y a les attentes externes qui peuvent influencer les choix, évidemment. Ça, c'est normal. Et il y a les incertitudes aussi face à l'avenir. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup d'évolution des métiers, de l'évolution du marché du travail, voilà, des métiers émergents, etc. Et il est difficile, justement, de prédire ce qui va se passer, quels sont les métiers qui vont être intéressants, etc. Donc, il y a aussi cette incertitude face à l'avenir qui peut être effrayante et qui peut rendre le choix un peu difficile. On peut avoir tendance à procrastiner le choix ou à s'en éloigner, à pas trop vouloir être confronté au choix parce qu'il y a un aspect d'incertitude lié au choix justement qu'ils ont à faire d'orientation. Et c'est difficile aussi pour eux de se projeter très tôt dans au final ce qu'ils peuvent percevoir comme se projeter dans un métier. Donc en fait, c'est hyper long hein, quand on a 15 ans, se projeter dans qu'est-ce qu'on fera à 25 ans. C'est très très difficile pour un adolescent. Alors, après avoir dit tout ça, que c'était compliqué, etc., je vais quand même, je vais quand même rentrer dans les préconisations et qu'est-ce qu'on fait justement pour accompagner les jeunes, parce que c'est compliqué, mais il y a quand même des méthodes pour les accompagner justement et pour leur apprendre ces compétences et pour les aider justement à monter en compétences dans ces choix-là. Et notamment à Créer ton avenir, on utilise une méthode en 4 étapes. Alors, cette méthode-là, elle est partie des choses qui se font un peu partout, en réalité, dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, ils font beaucoup de choses concernant l'apprentissage du choix. Et on a défini qu'il y avait un certain nombre de critères à prendre en compte dans son choix qui aidaient en fait à cheminer à prendre une décision. Donc l'objectif final, donc l'étape 4, c'est de prendre une décision. Et pour prendre cette décision, il y a plusieurs composantes du choix qu'on va identifier et qui vont nous aider au final à prendre une décision. Alors, on a décomposé ça en 4 étapes clés. La première étant de connaître les options qui sont disponibles et ses préférences personnelles. Donc évidemment, je suis en troisième, je dois choisir entre aller en seconde générale et technologique ou aller en seconde professionnelle. La première des choses, c'est d'identifier les options que j'ai, donc ces 2 options-là. Et au-delà d'identifier, c'est vraiment voilà, de les connaître, de savoir quelles sont mes options, c'est quoi mes options, c'est quoi du coup la seconde générale, pardon, ou la seconde professionnelle. Pareil pour les secondes, pareil pour les premières. C'est quoi l'enseignement supérieur? Quelles sont mes options, etc. Donc, quelles sont mes options de choix? Et quelles sont mes préférences? Donc, à chaque fois, donc, dans cette partie préférence, on va parler notamment des critères. Donc, pour chaque choix, il y a des critères de choix.
et quelles sont les préférences dans ces critères pour faire justement ces choix d'orientation. La deuxième étape de ce choix, elle concerne le fait de s'informer, de prendre de l'information, d'explorer. Justement, une fois que j'ai les options, je les connais, je les ai identifiées, là, il va falloir explorer. Donc, explorer, ça, c'est vraiment sur tous les plans. Donc, explorer les choses qui sont à court terme, à long terme, voilà, prendre de l'information au maximum sur les différentes options que j'ai à ma disposition. Alors, au-delà de leur faire prendre des informations, on leur apprend aussi à comment l'analyser. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. OK. Et ensuite, on va parler des contraintes et des atouts par rapport aux différents choix. Donc, prise d'information et identification des contraintes et des atouts par rapport à tous les choix qui vont être mis à notre disposition. Alors, troisième étape, troisième partie, c'est de parler des conséquences et d'anticiper les conséquences de ces choix. Et l'incertitude aussi, d'aborder l'incertitude par rapport à ces choix. Et la dernière étape, c'est de faire son choix et de prendre une décision à partir de tous ces éléments. Donc, vous voyez, si vous avez vos options qui sont disponibles, vous identifiez vos préférences, vous vous informez sur les choix que vous avez à faire, vous identifiez voilà, les contraintes, les atouts, et vous vous posez la question d'anticiper les conséquences de votre choix et aussi l'incertitude dans le sens où bah, si vous n'êtes pas sûr d'être pris à ça ou si vous n'êtes pas sûr que ça vous plaît, qu'est-ce que vous faites en fait? Euh, voilà, d'anticiper cette incertitude-là. Et ben, si je suis pas pris, est-ce que je vais me donner plusieurs options? Exemple, sur Parcoursup, bah, est-ce que je vais m'intéresser à plusieurs domaines? Est-ce que je vais multiplier les vœux? Est-ce que je vais voilà, choisir des filières sélectives, pas sélectives, etc. pour anticiper aussi l'incertitude d'avoir ce que je veux? Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on va prendre en compte justement dans le fait de faire un choix et de prendre une décision. Et en appliquant cette méthode à 4 étapes, on arrive quand même à avoir suffisamment d'éléments pour que les jeunes ils puissent avoir voilà, un faisceau d'éléments pour les aider à choisir et notamment pour prendre du coup une décision rationnelle. Alors, je vais rentrer plus en détail dans les objectifs de chaque étape. Donc, l'objectif de la première étape, qui est les options disponibles et les préférences personnelles, c'est d'identifier justement les différentes options d'orientation et comprendre ses propres préférences. Là, c'est assez simple. Alors, si je vais essayer à chaque fois d'appliquer ça à n'importe quelle décision de la vie quotidienne. Parce qu'on part du principe, oui, je vous l'ai peut-être pas dit, on part du principe que cette méthode-là, pour faire un choix, elle s'applique à l'orientation, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut donner un exemple aux élèves parce qu'elle s'applique à absolument tous les choix qu'on peut faire. Donc, en gros, si je décide de choisir une voiture, je peux appliquer cette méthode et elle fonctionne trop bien. Donc, j'identifie les options de voiture que j'ai, mes préférences, je m'informe sur bah, justement les deux options que j'ai pour connaître les critères notamment. Donc de prix, d'autonomie, voilà, de plein de critères pour choisir une voiture. J'identifie les contraintes par rapport au choix de chacune des voitures, voilà, quelles peuvent être les contraintes. Et ensuite, on va parler des conséquences de mon choix, donc les conséquences à court terme et à long terme de mon choix. Voilà, les conséquences à court terme, ben, si je choisis une voiture qui a un certain prix, ben, j'aurai moins de sous. Les conséquences à long terme, ben, si, je sais pas, j'agrandis ma famille, eh ben, est-ce que mon véhicule va toujours être d'actualité, il va toujours faire l'affaire ou pas? Voilà, j'anticipe et après tout ça, ben, je prends ma décision. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, ben, on peut aussi appliquer ça, on applique ça aussi pour les jeunes dans la prise de décision, par exemple, de est-ce que je vais avoir un animal de compagnie ou pas? Et voilà, ça fonctionne aussi bien pour expliquer la démarche et ça fonctionne aussi bien pour les choix d'orientation. Donc, en fait, ça a l'avantage d'être une démarche qui est assez facile à expliquer et assez facile à appréhender par les jeunes.
Alors, après avoir identifié les choix, du coup, l'objectif, c'est d'apprendre à rechercher et évaluer l'information pertinente et comprendre les contraintes, du coup, internes et externes qui influencent le choix. Voilà, ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, ça va être de prévoir les conséquences des différents choix et d'apprendre à gérer l'incertitude liée à l'avenir. Voilà. Et en quatrième lieu, évidemment, on va développer les compétences de prise de décision à partir de l'analyse de différents éléments qu'on aura collectés pendant les 3 premières séances. Alors, au-delà, justement, pour rentrer un petit peu dans le programme à venir et au-delà de ces 4 séances qui vont être les séances un petit peu fondatrices, c'est-à-dire que ça, c'est voilà, une base sur laquelle on peut ajouter des actions complémentaires. Donc, des actions complémentaires qui vont répondre justement aux objectifs de chaque séance. Donc, dans beaucoup d'établissements scolaires, on a aussi des actions qui sont proposées, alors par les associations ou par les psychologues de l'orientation, voilà, par plusieurs intervenants qui peuvent intervenir sur des thématiques qui sont en lien avec l'orientation ou qui sont complémentaires, voilà, qui vont venir aborder des sujets qui vont venir nourrir en fait cette réflexion sur l'orientation. Et ces thématiques-là, on s'est dit que ça serait bien qu'elles viennent en action complémentaire pour chaque séance et qu'elles répondent justement aux objectifs de chaque séance. Donc, en complément de la séance 1, dont l'objectif est d'identifier les différentes options et de comprendre ses préférences, on a identifié des actions complémentaires qui pouvaient être des actions liées à la découverte des options et des préférences, mais aussi à des tests pour savoir justement ses préférences sur les matières, sur ses compétences, sur voilà, ses intelligences, sur voilà, beaucoup de thématiques en lien avec la connaissance de soi, en fait. Voilà. Connaissance de soi et de ses préférences. Donc, on va voir toutes les actions par rapport à ça qui vont être en complément. Dans les actions liées à la découverte des options, on peut avoir aussi l'intervention d'un psychologue de l'orientation qui va venir expliquer les options disponibles pour l'année suivante ou pour le post-bac. Donc ça, par exemple, on considère que ces ateliers-là, on considère que c'est des actions complémentaires à la séance 1. Voilà. Parce que nous, on va poser évidemment pendant les séances une base théorique, mais l'idée, c'est qu'ensuite, il y ait des actions complémentaires qui vont venir nourrir ça. Quand on va avoir la séance 2, donc apprendre à rechercher et évaluer les informations pertinentes, on peut avoir des actions complémentaires qui sont des actions de découverte du monde professionnel. Par exemple, sur cette séance, les stages, bah, c'est des actions complémentaires. Des interventions de collaborateurs pour parler de leur métier, c'est de l'exploration. Des interventions d'anciens élèves ou d'élèves qui ont fait telle ou telle filière, qui va être le choix à faire pour les élèves, ça va être une intervention qui est complémentaire à la séance 2. Voilà, toutes les interventions qui vont être liées à la recherche d'informations et à l'identification des contraintes, ça va être des actions complémentaires qui vont venir nourrir ces 4 séances-là. Pour la séance 3, les actions complémentaires sont des actions qui permettent d'anticiper les conséquences et de gérer l'incertitude. Voilà. Donc des simulations, des études de cas, voilà, pour simuler les différentes prises de décision et si on prend telle ou telle décision, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Et pour les actions complémentaires à la séance 4 de prise de décision, bah, ça va être justement les ateliers qui aident à prendre des décisions concrètes, les coachings, les simulations d'entretien pour justement motiver tel ou tel choix qu'on fait et motiver pourquoi on a pris telle ou telle décision. Voilà, donc on a cette base-là de 4 séances, mais en fait on peut avoir beaucoup d'actions qui sont complémentaires à chaque séance et qui peuvent venir s'articuler et notamment faire partie du parcours à venir. Voilà. Donc, on peut construire dans un établissement avec les actions qu'on a déjà en place. On peut justement les articuler autour de ces 4 séances principales. Donc, on peut aborder les thématiques dans les 4 séances et articuler des actions complémentaires qui peuvent être communes ou différentes selon les niveaux
Voilà. L'intérêt aussi d'avoir des séances comme ça et des thématiques qui reviennent année après année, ça va être d'apporter une méthode aux élèves. C'est-à-dire que si ils comprennent la méthode en cinquième, qu'ils commencent à l'appliquer en quatrième, qu'ils la réappliquent pour le choix de troisième, et ainsi de suite jusqu'à la terminale, en fait, cette méthode, ils vont aussi l'apprendre. Donc, ils vont pas forcément prendre conscience tout de suite en quatrième, puisqu'ils vont faire les choses, ils vont choisir et ils vont pas forcément voilà, prendre conscience de comment ils ont fait leur choix, mais s'ils l'appliquent année après année à tous les choix qu'ils ont, ça va aussi leur permettre d'acquérir une méthode qu'ils pourront appliquer notamment plus tard dans le choix d'un master ou même dans le choix d'un métier dans un choix de carrière, etc., etc. Donc, c'est vraiment d'apporter cette compétence à s'orienter. Donc, on a parlé au début du fait que l'orientation, c'est une compétence ou un faisceau de compétences à s'orienter. Et l'objectif avec ces séances, c'est d'apporter justement ces compétences au fur et à mesure. Donc, il y a une progressivité dans la compétence à s'orienter. S'ils font de la recherche d'informations chaque année et de l'analyse, il y a une progressivité dans la compétence à rechercher de l'information. Et l'idée, c'est que plus ils avancent, plus ils prennent des décisions et plus ils sont pertinents dans le fait de prendre des décisions, notamment pour arriver à prendre des décisions pour Parcoursup en terminale. Voilà. Alors, au-delà de ces séances et de ces thématiques qu'on aborde dans les 4 séances et des actions complémentaires qui sont complémentaires aux séances, on a identifié aussi certaines thématiques qui seraient intéressantes d'aborder avec les élèves pendant les années où ils ont à faire des choix et qui sont très intéressants notamment pour venir encore nourrir ce parcours à venir, nourrir le parcours qui est mis en place dans les établissements qui abordent ces thématiques de l'orientation. Alors, il y a la thématique de la mobilité. Voilà, parler de la mobilité, d'explorer les opportunités de stage ou d'échange ou d'études à l'étranger notamment, et réfléchir à leur parcours sur leur impact sur l'orientation. Donc il y a ça. Il y a le fait de fournir un kit de stage qui prépare les élèves à la recherche de stage. Voilà, à la préparation notamment d'entretien, à la réflexion sur l'expérience acquise aussi après le stage. Donc ça, c'est un accompagnement qui peut être fait avant le stage pour aider à la préparation, à l'identification de où on veut faire son stage, qui donne des éléments pour, pendant le stage, comment gérer le stage, quelles questions poser, qu'est-ce que je dois explorer, quelles sont les informations que je dois récolter. Et puis après le stage, pour faire une analyse justement de l'expérience qui a été faite et qu'est-ce que ça m'apporte comme élément, notamment sur moi, mes goûts et mes préférences en matière d'orientation. Ensuite, on peut aborder les compétences du 21e siècle. Donc là, c'est le développement des séances sur le développement des compétences un peu transversales et essentielles. Voilà, la pensée critique, la collaboration, la maîtrise des outils numériques, voilà. Et on a une autre séance sur, évidemment, la gestion du stress et la prise de décision. Alors ça, c'est les séances que je vous ai présentées, mais on peut vraiment élargir ça. On peut aussi penser à des séances thématiques comme qui traitent les sujets de la confiance en soi, parce qu'évidemment, il faut être assez confiant et avoir confiance en soi pour prendre des décisions. Voilà, on peut penser des séances des thématiques transverses liées au fait d'aborder son choix d'orientation avec ses proches, avec sa famille, comment aborder justement mes choix avec mes proches, avec ma famille, comment en parler. Voilà. On peut avoir aussi beaucoup de thématiques, voilà, comme je vous le disais, transversales qu'on peut venir greffer justement à ces parcours et pareil à ces séances, alors qu'ils vont venir un petit peu partout là, nourrir le parcours un petit peu à plusieurs moments et qu'on peut aussi réitérer. C'est-à-dire que ces séances-là, il peut y avoir aussi une progressivité comme pour les séances voilà, du noyau, là, les 4 séances principales, on peut avoir aussi une progressivité, donc on peut les aborder. Et ces séances-là aussi, ces thématiques-là aussi, on peut les aborder, par exemple, avec des petits groupes qui auraient besoin voilà, d'aborder telle ou telle thématique, alors que les 4 séances principales, c'est des séances voilà, qui vont concerner tout le monde. On peut aussi aborder des thématiques transversales un petit peu sur des groupes d'élèves avec des thématiques spécifiques à leurs besoins. Alors, plus concrètement, je voulais voilà, vous parler un petit peu des exemples concrets d'activités et de méthodes
pratique justement pendant ces séances-là et comment on aborde ces différentes thématiques dans des activités, dans des ateliers. Alors, la plupart du temps, les Camélia, ateliers... c'est super parce qu'il y avait une question sur le côté plus pratique justement dans Ah, le chat et je voulais juste vous dire qu'il vous reste une petite dizaine de minutes. oui, Voilà, très bien. Bah, c'était parfait. juste Super. pour vous donner un point de repère. Merci beaucoup. Super. Alors, plus pratico-pratique. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'aborder ces 4 séances. Alors, les séances, telles qu'elles sont, telles qu'on les aborde, on se dit que c'est faisable en 1 heure. Donc, en 1 heure, alors c'est un minimum, hein. On peut aller jusqu'à 2 heures, je pense, sur chaque thématique, ça ne sera pas de trop. Mais en 1 heure, déjà, sur chaque thématique, on arrive pas mal à avancer avec les élèves et on arrive pas mal en distribuant ces séances-là sur l'année et en ayant les séances complémentaires, on arrive à avancer déjà beaucoup, beaucoup sur le choix d'orientation. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, pour la première séance, on peut avoir des activités. Alors, je vous donne des exemples, hein, mais l'idée, c'est d'avoir des activités qui sont différentes d'une année à l'autre, évidemment, pour pas que ça soit trop répétitif et de pouvoir. Mais je vous donne un exemple d'activité à chaque fois. Donc, par exemple, pour la première séance, on peut construire une carte mentale des choix d'orientation. Donc, on peut travailler avec les élèves sur créer une carte mentale représentant les différentes options d'orientation. Alors, selon les années, hein, parce que voilà, en quatrième, ça va être la troisième générale, le troisième prépa métier. En troisième, ça va être la seconde générale technologique ou la seconde, pardon, professionnelle, et ainsi de suite. Donc, on va leur faire identifier et faire une carte mentale des différentes options qu'ils ont à leur disposition. On va aussi, alors je vais rentrer plus dans le détail des activités des séances principales et les actions complémentaires, voilà, vous les avez aussi en détail dans la présentation qu'on vous transmettra dans tous les cas. Donc, on peut aussi, donc, au-delà de cette carte-là, on peut aussi, du coup, parler avec eux de leurs préférences déjà, commencer à identifier, dire est-ce que vous avez déjà des préférences par rapport à ces options et de pouvoir identifier aussi, commencer à identifier ce qu'on appelle des critères. Donc, alors, pourquoi vous préférez ça? Est-ce que c'est par rapport aux enseignements? Est-ce que c'est par rapport à la méthode d'enseignement parce que c'est plus théorique, plus pratique? Est-ce que c'est le domaine? Voilà, on peut déjà commencer à aborder cette notion-là de critères de choix et de critères de pourquoi, qu'est-ce qui dans le choix me plaît et pourquoi j'ai des préférences, justement. Ensuite, dans la séance 2, on va avoir des ateliers de recherche d'informations sur les différentes filières et métiers via notamment des ressources qu'on leur donne. Donc, cette séance-là, elle va servir à comprendre qu'est-ce qu'on doit chercher, parce que c'est pas évident. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? Quels sont les critères sur lesquels je dois me renseigner pour faire tel ou tel choix? Parce que c'est pas les mêmes critères forcément si c'est un choix de domaine ou un choix de spécialité. Voilà, c'est pas forcément les mêmes critères. Donc, on va les identifier à savoir quelle est l'information à aller chercher selon les années et les choix qu'ils ont à faire. Ensuite, on va les aider à savoir, à identifier quels sont les outils qui sont mis à leur disposition pour choisir. Donc, on va faire un atelier pour identifier les différents outils selon qu'est-ce qu'ils ont à avoir. Donc, si ils veulent des fiches métiers, ben, ils ont par exemple l'ONICEP. Si ils veulent des vidéos métiers, là, on va leur donner, on va leur mettre à disposition des chaînes YouTube, des choses comme ça, où il va y avoir des vidéos de gens qui parlent de leur métier et de leur domaine d'activité. S'ils ont besoin d'échanger avec des professionnels, il y a par exemple des sites comme JobIRL qui permet aux élèves justement d'aller contacter des professionnels et de leur poser des questions sur leur métier, et ainsi de suite. Donc cette séance-là, ça va être vraiment pour identifier qu'est-ce qu'on doit chercher et où on doit le chercher. Et notamment aussi pour les contraintes, les aider à identifier les contraintes par rapport à tel ou tel choix. Et d'aborder aussi la notion que certaines contraintes, en fait, les contraintes, c'est relatif. Ce qui peut être une contrainte pour l'un peut être un avantage pour l'autre. Et ça, c'est on recoupe avec les préférences. Selon ces préférences, les caractéristiques des filières qu'on va choisir, des vœux qu'on a à faire, eh ben, vont nous paraître comme des avantages ou des contraintes, des inconvénients ou des avantages. Voilà. Donc ça, c'est pour la séance 2. Pour la séance 3, on va avoir tendance à présenter des scénarios pour les élèves.
pour les aider à se dire, OK, on a des scénarios de personnes, d'élèves qui ont fait tel ou tel choix, qui ont pris des décisions d'orientation, et on va analyser les conséquences de ces choix à court et à long terme. Donc, on va se dire, Thomas, il a choisi la filière générale. Voilà, et il a choisi en première d'aller en général, ça a quoi comme conséquence à court terme? Bah, ça va être qu'il va avoir des enseignements plus théoriques, voilà, qu'il va avoir des enseignements, qu'il va aussi avoir potentiellement une charge de travail qui est importante, etc., etc. Donc, on va identifier les conséquences à court terme et on va aussi identifier les conséquences à long terme. Donc, il va avoir la possibilité, par exemple, de faire des études longues, voilà, avoir accès à un certain nombre de filières qui aussi lui donne accès à un certain nombre de métiers, etc., et de domaines. Donc, on va vraiment là identifier les conséquences à court terme et à long terme, et on va beaucoup utiliser l'exemple parce que ça marche beaucoup. Donc, on va donner des exemples et des scénarios de parcours qui sont très différents, aux conséquences à court terme et à long terme très différents. Et ensuite, on va les faire travailler sur eux, qu'est-ce qu'ils ont identifié, leurs préférences, et d'essayer d'anticiper les conséquences de leurs préférences à eux. Et voilà. Et quelles sont aussi les incertitudes qu'ils ont par rapport à leurs préférences. Et ensuite, en séance 4, là, on va les aider en fait à faire la synthèse, à avoir une vision d'ensemble et la synthèse de tous ces éléments posés. Et on va aussi aborder la notion dans cette séance un petit peu plus de valeur et qu'est-ce qu'on accorde comme importance à tel ou tel critère. Parce que évidemment, il va y avoir beaucoup d'informations et selon les personnes, on va pas, les informations ne vont pas avoir toutes le même niveau d'importance. Donc pareil, on va beaucoup travailler en analysant des scénarios et des profils d'élèves qui, à partir des différentes composantes, ont pris des choix qui sont différents selon voilà, leurs valeurs, leurs préférences, etc. Et là, on va les aider à faire leurs choix. Donc, ils vont avoir pour mission de faire un petit autoportrait avec tous les éléments qu'ils ont eus pendant les 3 séances. Et on va travailler sur la prise de décision à partir de ces différents éléments. Voilà un petit peu concrètement comment on traite à partir d'ateliers les différentes séances et ces différentes thématiques. Alors, pour terminer rapidement, mais après je répondrai à vos questions, je vais vous parler des avantages évidemment de cette approche et de cette méthode en 4 étapes, même si je pense que je les ai aussi un peu dit au fur et à mesure de la présentation. Donc, le premier avantage, c'est que c'est une approche structurée et universelle. Donc, elle fonctionne quel que soit le choix, ça je vous l'avais dit, mais aussi quel que soit le cadre auquel on l'applique. Donc, si par exemple, les choix ou les étapes de choix ne sont pas structurées pareil d'un environnement à un autre, ou que, voilà, à l'étranger, par exemple, on va pas avoir Parcoursup, mais on va devoir être en lien avec d'autres voilà, d'autres dispositifs ou d'autres plateformes à compléter, etc. Cette méthode-là, elle marche quel que soit le choix et quel que soit l'endroit où on est, le niveau auquel on est, etc., etc. Voilà, donc elle est adaptable évidemment des contextes internationaux pour ces raisons. C'est un soutien à la gestion de l'incertitude parce qu'évidemment, en donnant tous ces éléments, eh ben, le choix il devient beaucoup moins anxiogène et on aide les élèves à mieux gérer et avoir vraiment une méthode qui rassure, d'avoir une progressivité aussi, de savoir de mieux en mieux faire et justement de savoir analyser les données et les informations qu'ils ont et aussi de pouvoir comment dire, mieux traiter toutes les expériences qu'ils vont avoir. Donc, de mieux savoir traiter les informations qu'ils vont, par exemple, avoir en stage ou dans toutes les expériences en lien avec le monde professionnel qu'ils vont avoir. L'ouverture à la mobilité internationale, du coup, et le développement des compétences transversales. Ça, c'est ce que je vous disais, toutes les compétences liées avec le fait de faire un choix. Donc, voilà, la recherche d'informations, la gestion des contraintes, la prise de décision, voilà, sont des éléments essentiels qu'on va énormément aborder voilà, dans cette démarche. Alors, je ne sais pas si j'ai tenu les 10 minutes, Véronique, si j'ai bien... C'est parfait. Ah, bon, super. C'est vraiment d'une ponctualité remarquable. Merci beaucoup, Camélia, pour tous ces éléments.
Peut-être que l'assistance souhaite voilà, ouvrir sa caméra, ouvrir son micro et poser des questions sur l'intervention à laquelle vous venez d'assister. Non, c'est normal, il y a toujours quelques minutes. En tout cas, il y a eu une question sur la dimension individuelle et collective par Marie Soulier. Marie, vous souhaitez intervenir? Oui, 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 bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser par écrit. C'était effectivement le problème qu'on se pose quand on parle de parcours à venir. C'est comment articulez-vous, quelle technique ou quelle méthode utilisez-vous pour passer d'animation de séance collective, comme on a bien compris dans votre diaporama, à l'accompagnement individuel? C'est ça qui est un petit peu flou pour moi. Est-ce que vous avez, vous, peut-être des pistes à nous communiquer? Alors, oui, nous, ce qu'on fait, mais qui peut très bien être fait numériquement ou pas, hein, c'est que à la fin de chaque séance, on a un temps où ils réfléchissent à se positionner par rapport à eux. C'est-à-dire qu'on va aborder les thématiques que je vous ai présentées d'une manière générale et en groupe pendant la séance. Et à la fin de la séance, on va poser des questions qui vont les faire se positionner. Donc, c'est quoi, toi, tes préférences? Quels sont les éléments que tu as recherchés? C'est un peu l'autoportrait dont je vous parlais qu'on va avoir en quatrième séance, qu'on va essayer de construire pendant les 4 séances. En fait, à chaque fin de séance, on va poser des questions pour qu'ils se positionnent, eux, par rapport à leurs préférences. Bah, quel choix tu as identifié? Ok, dans le choix que tu as identifié, quelles sont les recherches que tu as menées? Qu'est-ce que tu en conclus? C'est quoi les contraintes pour toi que tu identifies toi par rapport à ces choix-là? Quelles sont les contraintes par rapport à toi que tu identifies? Ok, comment tu te projettes à court terme et à long terme? Ce serait quoi les conséquences si tu faisais tel choix? Et quelles seraient les conséquences pour toi si tu faisais l'autre choix? En fait, on les fait, notre méthode pour avoir aussi un accompagnement de chacun, c'est de les faire vraiment se positionner à chaque séance, individuellement, à chaque fin de séance, et de dire que la prise de décision finale, donc la quatrième séance, on donne des exemples, mais ensuite ils ont un temps où vraiment chacun d'eux, il va se pencher sur son portrait à lui. Voilà. Après, dans la prise de décision, il y a aussi euh, souvent quand on met en place notre dispositif, il y a souvent le psychologue de l'orientation qui va être sollicité par des élèves pour qui c'est plus compliqué de prendre la décision. Par contre, ce que nous disent les psychologues de l'orientation, c'est que dans ces cas-là, ou même les professeurs principaux qui vont aller voir les élèves un petit peu en individuel, c'est que dans ces cas-là, c'est plus facile de les aider parce qu'en fait, ils partent déjà d'une base. Donc, comme ils partent d'un faisceau d'éléments, ben, en fait, ça leur permet d'accompagner l'élève plus facilement et plus rapidement, puisqu'on a aussi des contraintes de temps, hein. Les psychologues d'orientation, voilà, ils ont beaucoup d'élèves à accompagner. Du coup, ça donne une base aussi pour un accompagnement plus individuel quand la décision elle est plus compliquée à prendre et quand les élèves voilà, ils sont plus dans l'incertitude, ils ont plus de crainte ou ils ont deux options qui sont vraiment opposées ou bien parfois aussi ça arrive quand eux ils ont une idée et que leur famille en a une autre. Donc comment aborder cette question justement avec leur famille? Quels sont les arguments qu'ils peuvent mettre en avant? Quels sont les arguments aussi qui sont mis en avant par leur famille? Et comment ils peuvent ben, les prendre en considération dans leur choix. Parce que parfois, voilà, les familles, elles connaissent aussi bien les élèves. Enfin, il y a un dialogue aussi à amener par rapport à ça. Mais l'idée, c'est que vraiment, ces séances-là, c'est une base, en fait, de discussion. Que ça soit les éléments qui vont découler de la séance, c'est une base, que ça soit avec la personne qui accompagne dans l'établissement, avec le psy-EN ou avec la famille. Je ne sais pas si Merci. j'ai répondu à votre question, du coup. Merci. Oui, oui, tout à fait. En plus, vous avez abordé la question des parents. J'allais peut-être vous demander plus de précisions, mais vous l'avez fait. Je vous en remercie. D'autres questions? Bonjour, Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. On vous voit aussi. Ok, ben, je suis Doris Aaron Casco, donc à Abidjan, je suis à Abidjan et au lycée international Jean Mermoz. Je tiens d'abord à vous remercier pour la pertinence de votre exposé
C'est vrai que nous, en tant que professeurs, euh, moi, en tant que professeur principal, je suis confronté à des problèmes de trouver réponse directe à certaines questions, et à la fois venant des parents et des élèves eux-mêmes, puisque je les ai quasi tous les jours. Et je sens que à travers cette formation, enfin ce colloque, je vais apprendre énormément de choses. Donc, je suis le premier apprenant de manière à pouvoir être un messager fiable face à mes élèves. Et je vous remercie pour cette opportunité parce qu'effectivement, en troisième, quand on est, pour la petite expérience que j'ai eue avec eux, quand on arrive à la phase d'immersion dans le monde du travail, c'est-à-dire le stage en entreprise, comme vous le savez bien, qui se fait donc pour le troisième à chaque voilà, période indiquée, les élèves ont tendance à choisir des secteurs professionnels qui font, enfin, qui est représentatif de l'idée de ce qu'ils veulent devenir. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut être, qui s'est fait l'idée de devenir médecin va forcément chercher un stage en médecine, et ainsi de suite. Hein. On peut citer d'autres domaines. Mais on voit très bien que quand on en arrive au DNB et qu'il il est possible donc de choisir le thème du stage en entreprise pour préparer son exposé oral, il y en a qui le font au départ et après ils désistent parce qu'ils se sont rendus compte qu'à travers ce stage-là, ce qu'ils croyaient être une orientation pour eux, professionnelle, ne l'est pas. Et donc, on se retrouve face à des élèves qui, malgré eux, sont un peu perdus, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut refaire un autre choix, il faut chercher encore telle autre chose entre ce qu'ils entendent des parents ou même vouloir ressembler aux parents et puis qu'ils voient que ce n'est pas à travers donc, cette petite expérience d'immersion dans le monde du travail que ce n'est pas leur domaine. Et donc, effectivement, pour ce que je vois comme programme de cette formation, dont je suis heureux de m'être inscrit, je vais pouvoir avoir des éléments pour donner des réponses beaucoup plus pertinentes. C'est un remerciement en fait que je vous adresse et puis que j'essaierai tant que fait possible avec vous jusqu'au bout. Et je sens que je vais apprendre beaucoup de choses en tant que premier apprenant pour être plus efficace auprès de mes élèves. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça arrive souvent hein, pour les stages après le stage, ils se rendent compte qu'au final, ça leur correspond pas. Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est tout simplement que le stage, c'est fait pour ça. On remet l'accent sur le fait que c'est pour ça que c'est important de s'informer. Donc toute la phase de recherche et d'information est importante. Et puis on leur met aussi l'accent sur le fait que c'est pas très grave et qu'en fait, ça apporte des éléments pour choisir justement. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Qu'est-ce qui leur a pas convenu? Etc. C'est un faisceau d'indices supplémentaires pour savoir ben, justement vers où ils vont s'orienter. Donc, c'est toujours un pas en avant dans l'orientation qui est fait. Voilà, c'est pas très grave et ils auront plus d'indices en fait pour savoir qu'est-ce qui leur plaît pas, pourquoi ça t'a pas plu, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est le domaine, est-ce que voilà, si c'est juste l'environnement mais que le domaine te plaît, peut-être il y a d'autres métiers dans lesquels tu vas évoluer dans un autre environnement, etc., etc. Donc, tout est l'occasion de parler un petit peu d'orientation, justement. Oui, avec la connaissance de soi qui est quand même À la mouvante. clé, c'est Et ça. on n'en a jamais fini, en fait. Euh, Merci beaucoup, Camélia. J'espère que ce premier webinaire vous a plu. Je souhaitais attirer votre attention bah, sur le prochain, qui portera sur les compétences. Comment les valoriser, comment les repérer, compétences également psychosociales. Et ce sera Camille Bétou qui vient d'allumer sa caméra, coach en compétences psychosociales justement, qui nous fera le plaisir de nous exposer tout cela jusqu'à des points les plus concrets, c'est-à-dire une fois qu'on sait à peu près les compétences qu'on a développées dans son cursus, comment on fait pour faire un CV, une lettre de motivation et être le plus performant dans un entretien, par exemple pour suivre comme ça le parcours de l'orientation de l'élève. Camille, ça vous convient comme présentation? Parfait, vous avez fait mon introduction et mon plan, j'adore. C'est vrai, mais parce qu'il était très clair, votre plan. Merci beaucoup à tous Merci. et une excellente soirée.